la polémique autour de la chanson a fait que beaucoup de gens se sont contentés de ce que les gens disent et n'ont pas écouté l'album. Donc, je vais les inviter à aller écouter l'album. Je suis Kadjim, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète. On me connaît dans le raga reggae. Je suis un artiste plutôt engagé socialement, donc parrain de pas mal d'associations humanitaires et bénévole dans pas mal d'associations. Je suis aussi animateur radio et télé à mes heures perdues et accessoirement écrivain, voilà, on va dire. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que je ne suis pas venu à la musique. La musique est venue à moi. Il ne faut pas oublier que je suis de ceux qui sont nés dans les années 70 dans la commune de Treichville, qui était le foyer culturel de l'époque. Si Abidjan était la capitale de la Côte d'Ivoire, Treichville était la capitale d'Abidjan. Voilà, et nous, on est nés dans une ambiance où il y avait de la musique partout, il y avait de l'art partout. Les plus grandes boîtes de nuit de l'époque étaient autour de la maison où moi je suis né. Donc j'ai baigné, on va dire, dans cette ambiance-là. J'ai appartenu à mon premier groupe musical très tôt, à l'âge de 11 ans, parce qu'on avait un grand frère du quartier, à Bois-Léon, qui était batteur à l'orchestre de la RTI, qui voulait monter un groupe d'enfants pour participer à Podium. Et c'est comme ça que moi j'ai intégré mon premier groupe musical en tant que batteur et chanteur, tu vois. Donc c'est très très tôt, mais cette envie de faire de la musique s'est toujours heurté à l'opposition de mon papa pour qui être musicien c'était pas un métier, voilà. Il fallait aller à l'école, il fallait faire les choses. Et donc à partir de cet épisode-là, la musique est devenue une sorte d'activité clandestine. Voilà, je devais assurer les études et puis avoir la paix pour faire ce que j'avais à faire. Et donc, c'est quand je suis entré à l'université, après mon bac, que la musique est revenue au premier plan et donc que je l'ai pratiquée, on va dire, concomitamment à mes études jusqu'à ce que je finisse mes études et que je commence à préparer un premier album parce que j'avais décidé que c'est ce que je voulais faire. Voilà. Moi, tu sais, avec le temps, donc aujourd'hui, je suis un papa. Et si je peux dire que quand j'ai vu l'opposition de mon père, c'est pas quelque chose qui pourrait me faire plaisir, vu que moi, c'est ce que je voulais faire. Mais je comprends. Voilà, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je comprends son point de vue, parce que sous nos cieux, il ne faut pas se voiler la face. Ceux qui réussissent dans la musique, c'est les exceptions. La grande majorité est en galère. Qui veut que son enfant soit en galère? Il y a 30 ans, les gens ne voulaient pas que leurs enfants abandonnent leurs études pour jouer au football. Et puis les footballeurs ont démontré qu'on peut vivre décemment en jouant au football. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même plus mettre leurs enfants dans les écoles conventionnelles, ils veulent les envoyer directement dans les écoles de football. Il ne faut pas oublier qu'on vit sous des cieux où un enfant, c'est un investissement. Quand quelqu'un a mis son argent pour payer l'école à son enfant, qu'il veut laisser ça pour aller faire quelque chose qui va peut-être faire qu'il ne sera pas indépendant financièrement, qu'il ne sera pas socialement établi, tu peux bien entendu comprendre que les parents ne sont pas d'accord. Peut-être que s'il y a plus d'artistes qui réussissent dans la musique, qui socialement sont établis et tout, ça va changer le regard. Et ça, c'est notre travail à nous aussi, faire en sorte que les parents, que les gouvernants, que tous puissent voir la musique comme un secteur porteur, un secteur qui peut embaucher des jeunes, un secteur qui peut engendrer des professionnels et qui peut permettre à des gens de vivre décemment. Mais au moment où moi j'ai décidé de me lancer dans la musique, on voyait plus d'artistes venir à la télé pleurnicher quand ils sont malades pour qu'on cotise pour eux qu'autre chose. Donc c'est au nom de cela que même si je n'étais pas
d'accord avec le point de vue de mon père, c'est un point de vue que je comprends aisément. Voilà. Non, moi j'ai toujours voulu que les enfants s'instruisent. Parce que quel que soit le métier que tu veux faire dans la vie, il te faut un minimum d'instruction pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir la bonne vision du métier. Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de jeunes qui viennent dans la musique, mais ils ne sont poussés que par leur seule passion. Ils ne savent rien. Et ils ne sont pas outillés pour faire face aux défis qui se présentent. Peut-être que si un de mes enfants ou même un de mes protégés décidait de faire musique, peut-être qu'il sera dégoûté de l'accompagnement qu'il va recevoir, parce que moi, je me verrai dans l'obligation de l'accompagner au maximum pour lui donner les armes pour réussir dans ce métier. Parce que nous autres, on est arrivés, on n'avait personne. On n'avait personne, on avait notre envie et puis on avait surtout notre curiosité. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils, il y a Internet qui permet de faire un certain nombre de choses. Et puis bon, si c'est mon enfant, dans tous les secteurs du métier où il ira, il trouvera des tontons et des tantis pour les guider, ce que moi je n'ai pas eu. Le nom Kajim, c'est le nom de ma renaissance en fait, parce que quand moi je suis entré à l'université, j'ai dû intégrer le mouvement universitaire du rap, qui était le grand mouvement qui regroupait tout ce qui est art de la parole chantée. Il y avait des slammeurs, des conteurs, des rappeurs, des toasters, on avait un peu de tout. Et les professeurs de l'université qui nous encadraient ne comprenaient pas que des jeunes comme nous qui avaient une vision africaniste. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends parler de panafricanisme, les gens ont l'impression que c'est un truc nouveau. Mais nous, on avait une vision très africaniste déjà des choses. Et qu'ils ne comprenaient pas que on est des surnoms américains. Parce que c'est ça qui était à la mode à l'époque, tu vois. Et donc, ils ont demandé que chacun de nous se trouve son nom qui est un peu comme son nom de combat. Et moi, le Kajim, c'est K de Conan et Jim de Guillaume. On a juste modifié l'écriture pour que ça fasse un peu plus joli, mais il fallait des noms à consonance africaine. Et c'est comme ça qu'au moment universitaire du rap, chacun a pris un nom, mais vraiment qui était un peu la marque de notre engagement en tant que jeunes Africains, quoi. Voilà. Non, moi j'ai toujours été un chanteur de reggae. J'ai été un chanteur de reggae, mais j'ai grandi dans le rap. Voilà, j'ai appartenu à des mouvements hip-hop parce qu'à l'époque, le reggae n'était pas structuré comme il est aujourd'hui. Et tous les groupements qui existaient à l'époque, c'était hip-hop. Et puis, moi, c'est ce que j'ai écouté, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est vrai que très tôt, moi j'ai été orienté vers le reggae, on va dire le reggae 2.0, parce que moi je suis plus raga que reggae en réalité. Mais tout ce que j'ai appris, ma technique d'écriture, ma façon de concevoir mes textes, l'ambiance musicale même dans laquelle je crée est hip-hop. Parce que le hip-hop c'est un gros mouvement. Il y a la musique, mais il y a la danse, il y a les graffitis, il y a plein de choses. Et donc, moi, ma vision a toujours été hip-hop, même si je suis un artiste reggae. Le reggae a apporté la dimension, on va dire, spirituelle. Voilà, spirituelle à mon truc, parce que, comme j'ai coutume de le dire, le rap te permet de t'arrêter devant tes frères et leur dire « je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort ». Le reggae t'apprend que le plus grand, le plus beau, le plus fort, c'est Jah. Donc, ça te ramène à plus d'humilité, ça te rapproche un peu plus même de tes origines africaines parce que on parle beaucoup plus d'Afrique dans le reggae que dans le rap. Voilà. Je veux dire, je ne peux pas renier la part de hip-hop à moi parce que si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment ma musique parce que justement il y a cette double dimension dans ce que je fais. On retrouve le phrasé du hip-hop, quelquefois même musicalement, il y a des chansons qui sont beaucoup plus orientées hip-hop que reggae, mais ça c'est moi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous on est une génération qui a grandi avec les antennes ouvertes comme ça.
les pieds dans la tradition, la tête dans les satellites. Nous, on a grandi en écoutant de la musique funky, de la musique rap venue des États-Unis. Donc, forcément, quand tu as fini de digérer toutes ces sources-là, tu es forcément impacté et ce que tu vas produire quand tu finis de digérer toutes ces choses que tu as écoutées est impacté par ça. Et je ne veux pas faire le gars qui, parce qu'il est estampillé reggae, s'il a une inspiration, il va chercher à la reggaeifier. Non, moi, je laisse sortir les choses telles qu'elles me viennent. Et la preuve, il y a certaines de mes chansons, je mets au défi quiconque de dire quel genre c'est, tellement il y a des influences qui sont venues de partout et qui sont complètement mélangées. Mais c'est ça, quoi. Moi, je laisse libre à mon inspiration et le plus important pour moi, c'est que ça arrive à toucher les gens. Voilà. Non, mais je veux dire, décider de s'engager dans une carrière artistique, c'est un rêve. Et aujourd'hui, sur la planète dans laquelle nous vivons, très peu de gens exercent le métier dont ils rêvaient quand ils étaient petits. Donc, quand tu fais ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment exceptionnel. Et moi, c'est au nom de cela que, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer, j'estime que je suis béni de pouvoir faire ce que je rêvais de faire. Parce que je vois des gens se lever chaque matin et aller pour faire des jobs qu'ils n'aiment pas. J'ai reçu des coups, ça c'est clair, parce qu'il ne faut pas oublier que quand moi je commençais ma carrière, j'ai commencé ma carrière en habitant à Abobo, d'un point de vue professionnel. Et puis, les tenants du mouvement, c'était les gars des deux plateaux de crocodiles, et ils nous voyaient comme des pestiférés, mon frère. Ouais. Quand on arrivait, les gars d'Abobo, là, c'est-à-dire, c'est à peine s'ils ne nous voyaient pas comme des gens qui sortent du zoo. Nous, on devait faire 10 fois plus pour montrer que on méritait d'être là. La preuve, dans tous les pays du monde, le hip-hop, c'est la musique des bas quartiers. Mais en Côte d'Ivoire, le hip-hop était la musique des beaux quartiers. Parce que ceux qui contrôlaient le mouvement à l'époque habitaient Cocody, Deux Plateaux, Riviera et autres. Et c'est leurs gars qui passaient. Nous, les gars du ghetto, là, regarde, t'es pas trop prêt pour nous, tu vois. Mais non, ce genre de choses, plutôt que de nous décourager, ça nous galvanisait. Parce que si tu fais un sound system dans un quartier comme à Bobo à l'époque, où on a mis une sono dans la rue et puis tous les gars qui peuvent chanter viennent chanter, mais il n'y a pas de public plus difficile que ça. Parce que dans les gens qui vont venir t'écouter, il y a des gens même qui n'ont rien à voir avec, qui ne comprennent même pas ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui sont en train de passer, qui s'arrêtent. Tu as tous les noussis du coin, tu as tout. Et nous, on habitait non loin de la gare routière. Donc, je te donne un peu l'esprit de la clientèle de nos shows de l'époque, tu vois. Mais tu n'avais pas droit à l'erreur. Donc, quand tu sors d'une telle école de formation, tu n'as même pas envie de raconter ces anecdotes-là comme des choses qui t'ont fait du mal, parce que c'est ça qui t'a nourri en réalité. Quand moi je sors de là, tu me mets sur un plateau de la RTI, je ne peux pas avoir peur. Tu me mets à l'Hôtel Ivoire, je ne peux pas avoir peur. Parce que les gens que je vais rencontrer à l'Hôtel Ivoire, c'est des gens bien élevés. Ne serait-ce que par politesse, ils vont applaudir. Ah Bobo, ils vont dire, hey, quitte là-bas, yo, si tu ne peux pas chanter, tu vois. Et nous, on a été élevés, préparés à la dure. Donc on était d'attaque. C'est que les autres peuvent considérer comme de la difficulté. Nous, on n'a pas vu ça comme ça. Parce que, et ça, je le dis à tous les jeunes que j'encadre, quand David a rencontré Goliath, il n'a pas vu un obstacle. Hein. Il a vu un moyen de se sublimer. C'est au nom de ça qu'il a vaincu Goliath. Tu vois. Et donc, nous, on allait dans des coins, on était conscient que les gens allaient nous faire de la difficulté pour passer. Un jour même, on devait jouer dans un sound system à Makori. Chacun venait avec sa musique instrumentale et on donnait au DJ pour passer. Mais les gens avaient tellement peur des gars d'Abobo, à cause de la réputation, d'accord, mais aussi parce qu'on avait
les gens nous connaissaient comme des gens talentueux. Et donc, tu vas, tu donnes ta musique, et puis quand ton tour arrive, le DJ, il met ton son pour que tu joues. Et puis, quand on m'appelle sur scène, le DJ, il ne met pas ma musique, il met quelque chose d'autre. Mais là, tu es devant le public. Tu as 600 personnes devant toi, là. Tu vas dire quoi? Non, que la musique qui joue là, c'est pas la mienne. Non. Je pense que j'ai donné une de mes meilleures prestations ce jour-là, parce que nous, on est préparés à l'improvisation aussi. Et donc, on arrivait, et toutes ces choses que les gens croyaient faire pour nous stopper, pour nous arrêter, c'est des choses qui nous ont toujours galvanisés. Parce que nous, on était conscients que si les gars essayaient de nous mettre les bâtons dans les roues, c'est parce qu'on était bons. Hein. Là, je suis en train de travailler sur la célébration de mes 30 ans de carrière officiellement. Si c'est moi qui devais décider de comment j'allais appeler la célébration, je l'aurais appelé 30 ans de miracle. Parce que c'est des miracles au quotidien qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Quelqu'un qui décide de faire un album alors qu'il n'a même pas 5 francs dans sa poche, et puis qui... par des bouts de ficelle, avec l'aide des uns et des autres, de son entourage, de quelques gens qui travaillent, qui réussissent à le faire. Partir d'une idée complètement fumeuse pour réaliser quelque chose, il ne faut pas oublier que le pouvoir de création, c'est un pouvoir divin. Il n'y a que Dieu qui crée. C'est lui le créateur suprême. Donc, quand toi, tu arrives à créer, ça veut dire que Dieu a décidé de te donner une petite partie de ça, tu vois. Et nous, on va dire que c'est 30 ans de miracles au quotidien qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Il y a des jours, on arrive à faire des choses, nous-mêmes on se demande comment on est arrivé à le faire. Et ça aussi, c'est ce qui fait qu'on est toujours, on va dire, on a toujours de la gratitude vis-à-vis de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous soutiennent. Parce qu'en réalité, moi je ne suis pas le chanteur le plus sponsorisé du pays, hein. Loin de là. Si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens depuis 30 ans qui sont là avec moi. Et ça, c'est une grâce. Parce que tu peux être le meilleur chanteur du monde. Si le public dit tu vaux rien, tu vaux rien. Comme tu peux être le pire et puis être porté au nu. Tu vois. Et nous, on est là parce qu'il y a des gens qui, depuis des années, continuent de nous suivre au quotidien. Même si certains n'achètent pas des albums, il y en a qui t'envoient des mots d'encouragement dans des moments où ils n'imaginent même pas le bien que leur mot d'encouragement va te faire. Il y a des gens qui sont là, qui t'accompagnent, qui essaient du mieux qu'ils peuvent de te pousser. Et pour moi, ça, c'est vraiment le truc le plus extraordinaire qui soit, quoi. Il faut juste rendre gloire et continuer à travailler. Voilà. L'histoire du paléo est un peu... c'est une histoire extraordinaire parce que comment je rencontre ma manager qui est en Europe, le premier événement musical dont elle me parle, c'est qu'il y a un festival en Suisse qui s'appelle le Paléo Festival, qui rassemble des centaines de milliers de personnes. Et elle voulait, à l'époque, puisqu'elle travaillait pour la Croix-Rouge, elle voulait organiser un mini-festival à Abidjan, mais sous le modèle du Paléo. Donc, le Paléo, on va dire que ça a toujours été un objectif pour elle. Et elle m'a transmis l'objectif. Mais si tu n'es jamais allé dans ce genre d'événements, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Parce que si une semaine, tu as 300 000 personnes qui viennent dans une ville qui n'a pas 10 000 habitants, tu vois, c'est du monde de partout. Tu as des artistes les plus connus au monde, tu as des scènes qui sont immenses, les conditions techniques extraordinaires. Donc, on va dire que ça fait quelques années, moi, en Suisse, j'ai fait le tour des choses. J'ai fait le Montreux Jazz Festival, j'ai fait Afro Finstern, j'ai fait, on va dire, les fêtes de Genève, j'ai fait presque tous le festival de la Cité, tous les festivals qui pouvaient être faits sur une dizaine d'années, je les ai presque tous faits.
Et puis le paléo, on postulait, puis non, 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 non. Mais faut pas oublier que c'est comme si tu as le monde entier qui postule pour un truc. Donc même quand on ne te prend pas, tu ne peux pas être vexé parce que tu connais la qualité de tous ceux qui postulent. Voilà. Donc tu te dis qu'on va continuer à postuler, à faire nos affaires en espérant qu'un jour ça tombe au bon moment. Parce que quelquefois les choses se jouent à ça, être au bon endroit au bon moment. Et puis, il y a 2 ans avant, on postule et on est retenu. Donc, quand moi je reçois le mail, je me dis, ah, mais c'est vraiment, on est super content et tout. Et puis, patatrac, quoi. Il y a le Covid. L'année où nous, on a été retenus pour le paléo, il y a eu le Covid. Est-ce que tu peux imaginer ça? On a travaillé de longues années, on a réussi à obtenir le truc, et il y a le Covid. Donc, un peu déçu et tout, parce que le Covid arrive pour moi au moment où on avait un certain nombre de dates qui avaient été calées. Hein. Et ça arrive, donc tout est annulé. C'était pas bon, ni artistiquement, ni économiquement, c'était pas bon. Et puis, on reste là. Quelques mois après, on reçoit un mail du Paléo qui dit qu'ils veulent garder la programmation qui avait été faite. Si, bien sûr, nous, on est OK. Donc, tous les artistes qui ont été retenus pour l'édition où il y avait le Covid, s'ils sont OK, si leur emploi du temps leur permet, eux, ils aimeraient bien qu'ils viennent. Et donc, on a tous à nouveau recommencé à croiser les doigts pour que voilà, les choses se calment. Et puis, au final, ça s'est fait. Mais c'était, pour moi, je pense, d'un point de vue émotionnel, c'était extraordinaire pour ma manager qui, elle, c'était son rêve depuis un bout de temps, mais pour moi aussi. Et puis, ça m'a permis, vu que je ne suis plus basé en Suisse, mais en Côte d'Ivoire maintenant, ça m'a permis de refaire un peu le tour de tous mes gars au niveau de la Suisse. J'ai des amis qui sont arrivés de partout, de France, d'Allemagne, d'Angleterre. Il y a eu le grand rassemblement et ça a été une très très belle expérience puisque ça te permet de rencontrer aussi toute la scène musicale d'actualité sur le moment. L'année où je joue, c'est l'année du retour de Stromae, d'un certain nombre de personnes, de Queen Omega dans le reggae. Donc tu retrouves de tout et c'était vraiment chouette. Ouais. Ragafrica, c'est l'album que je fais après avoir fait un peu le point d'un certain nombre de choses que j'ai réalisées dans ma carrière. C'est l'album de mes 30 ans de carrière. Et pour moi, ça ne pouvait pas être un album comme les autres. Ça ne pouvait pas être un album reggae de plus. Parce que je dis, je ne peux pas faire l'album de mes 30 ans de carrière comme l'album que j'ai fait il y a 30 ans. Tu comprends un peu? La musique évolue, il y a de nouvelles influences. Moi-même, j'ai beaucoup plus d'expérience. Et puis, j'ai beaucoup plus d'assurance aussi. Parce que si à mes débuts, il y a des choses que je voulais faire, je n'étais pas forcément outillé, et musicalement et mentalement. Mais aussi, je n'avais pas l'assurance nécessaire pour prendre un certain nombre de risques. Et sur Ragafrica, on a fait une vraie balade musicale parce que je voulais que cet album raconte un peu l'histoire de notre musique qui part d'Afrique, qui transite par les îles et qui arrive aux États-Unis. Donc, on retrouve des rythmes de chez nous. On arrive aux Antilles avec des relents de compas, de zouk. On arrive en Jamaïque, reggae, raga. Et on atterrit aux USA avec hip-hop, drill et autres. Donc, c'est un peu ça le concept de l'album. Il ne faut pas oublier aussi que sur cet album, je travaille avec une équipe qui est super jeune. C'est-à-dire, je travaille avec des gens qui sont presque mes enfants. Une équipe qui a autour de la trentaine, tu vois. Parce que pour moi, il fallait une sorte de rupture. Mais même si on garde la base qui est la voix de Kajim, sa technique d'écriture et tout, musicalement, il fallait permettre
qu'on aille explorer d'autres univers. Et on a travaillé avec un arrangeur très talentueux du nom de Cédric Canavaro. On le connaît beaucoup plus dans le coupé décalé, dans d'autres genres, plus mainstream. Mais c'est quelqu'un avec qui on avait travaillé sur un projet musical pour la Croix-Rouge. Et à partir de là, je me suis dit qu'il avait les compétences pour le faire. À la base, je voulais faire quelques chansons avec lui. Et puis, on s'est réunis à Jacques-Villain Week-end. On a fait 7 chansons. Voilà, en un week-end. Et c'est à partir de là que l'idée de le laisser continuer est venue. Donc, on a fait cet album. Il y avait autour de moi toute ma famille artistique, Assoum au saxophone, Tewi, Nash, Ami la slameuse. Il y a Bongolova est venu sur un titre. Musicalement, c'est les musiciens avec qui j'ai l'habitude de jouer qui ont bossé. Et c'est un album africain parce que réalisé sur le continent avec des musiciens de chez nous. Et c'est un album qui est très bien accueilli parce que je pense que les gens ont été très agréablement surpris par la direction musicale qui a été prise. Ils ont été aussi surpris parce que quand tu fais 2, 3, 4 ans sans sortir d'album, certains ont tendance à penser que tu t'es ramolli. Bon, nous, on prend le temps de faire les choses et là, on a sorti cet album, franchement, qui reçoit un très bel accueil. Voilà. Je suis comme quelqu'un qui fait son travail au quotidien et puis un matin, il y a des gens qui découvrent ça. Voilà, mais je veux dire, de tous mes albums, Raga Africaine n'est pas le plus engagé. Mais, les gens peuvent le vérifier, tous mes albums sont disponibles en ligne. Quand on a sorti l'album, pendant un mois, c'était tranquille. Et puis un matin, on s'est réveillé et il y avait la déferlante liée à tu tournes film. C'est le seul truc vraiment négatif que j'ai trouvé dans cette histoire, c'est que nous, on a fait un album de 16 titres. Et puis, on avait la sensation qu'on voulait réduire notre travail à un 16e de ce qu'il est, quoi, à un titre de l'album. La polémique autour de la chanson a fait que beaucoup de gens se sont contentés de ce que les gens disent et n'ont pas écouté l'album. Donc, je vais les inviter à aller écouter l'album. Parce qu'il y a des gens, ah oui, il paraît que tu as dit, il paraît, tu sais, chez nous, on a une culture de la rumeur. Il faut qu'ils aillent écouter cet album. Et puis qu'ils comprennent que nos chansons sont impersonnelles. C'est ce qui fait que dans 20 ans, on pourra écouter cette chanson et l'aimer. C'est ce qui fait que le temps n'a pas de prise sur ce qu'on fait. Pour une chanson comme Allez-vous-en, c'est un peu normal quand on voit tous les changements en cours sur le continent, mais il ne faut pas être un magicien pour savoir que il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent accepter de vivre dans un grenier et accepter d'avoir faim. Voilà, tout le monde dit que notre continent, c'est le continent qui a le plus de ressources. Et donc tous ceux qui viennent chez nous, il faut qu'ils viennent dans le respect de ceux qui sont les enfants du continent. Faut qu'ils, s'ils traitent avec nous, il faut qu'ils traitent avec nous avec respect, qu'ils acceptent qu'il y ait une distribution équitable de ces ressources. Parce que si ce n'est pas ça, on n'a pas besoin d'eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, j'entends depuis des décennies des Européens au plus haut niveau dire que ceux qui ne veulent pas respecter les règles en Europe, ils n'ont rien à faire chez nous, qu'ils aillent chez eux, qu'ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde. D'après eux, ça ne choque personne. Mais quand un Africain dit que si tu ne peux pas être chez nous dans le respect de ce que nous on est, va chez toi, c'est comme si on avait commis le pire crime. Et ce n'est même pas les Européens qui sont offusqués, c'est les colonisés de chez nous qui sont les plus choqués. À un moment donné, il faut que les gens acceptent de décoloniser leur esprit. Il faut qu'ils acceptent de décoloniser leur esprit et qu'ils acceptent qu'eux-mêmes sont des hommes au même titre que ceux qu'ils croient supérieurs à eux. Voilà. Nous, une des
première phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que les hommes sont libres et égaux en droit. Voilà, il n'y a pas de sous-homme. Même si certains esprits tordus ont tendance à le penser, il n'y a pas de sous-homme. Et puis, il faut que les choses se fassent clairement. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'on ait des relations apaisées avec tous les peuples de la Terre, qu'on ait des relations respectueuses. D'ailleurs, les Africains ne sont jusqu'à présent pas allés coloniser qui que ce soit sur son continent. Voilà. Donc, c'est pas, faut pas les voir comme des agressions envers d'autres peuples. D'ailleurs, ceux qui me connaissent le savent. Moi, je suis totalement ouvert à tout le monde. Mais quand on donne du respect aux autres, il faut que en retour, ceux-là nous respectent. Et il y a des choses que nos aïeux ont acceptées, que nos grands-pères ont acceptées, que nos papas ont acceptées, que nous, on ne peut pas accepter et que nos enfants n'accepteront jamais. C'est un processus qui est inéluctable. Le 7 octobre, on sera au Palais de la Culture pour la célébration de mes 30 ans de carrière officiellement. Donc, c'est un événement qu'on prépare depuis un peu plus d'1 an. On y travaille, ça nous permettra de faire un petit point de ce qu'on a fait, réalisé jusque-là. Ça nous permettra de remercier tous nos fans qui nous accompagnent depuis autant d'années. Ça permettra aussi, il ne faut pas l'oublier, de remettre à l'honneur les 2 gros mouvements qui m'ont porté. Cette année, c'est les 50 ans du hip-hop. Donc, c'est important. Il y a le mouvement Rasta, toute la famille reggae qui sera là. Donc, ça va être une sorte de réunion de famille, une grosse réunion de famille qu'on est en train de préparer. Mais ce n'est pas le genre, c'est pas les concerts qu'on a l'habitude de voir de moi. D'habitude, ils me voient en concert. Là, on a préparé un show. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il y a une équipe qui y travaille et on espère vraiment que tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces années-là vont être là pour partager ce moment-là avec nous parce que c'est d'abord ça, c'est un gros moment de partage qu'on est en train de préparer et ça s'annonce plutôt bien. Voilà. C'est clair qu'il y a une nouvelle vague qui arrive et qui est très talentueuse. Moi, je suis super content des performances de quelqu'un comme Didi B, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Pas en tant que musicien, en tant que mélomane, c'est un artiste que j'écoute. Je lui ai déjà dit, c'est quelqu'un que je suis ici sur les réseaux, à qui j'envoie mes encouragements régulièrement. C'est quelqu'un déjà à l'époque que moi je voyais comme quelqu'un qui allait arriver jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il a une bonne vision de la musique, il a compris les codes, quoi. Et c'est un jeune qui est respectueux. Je pense qu'avec l'accompagnement des anciens, avec son travail, il va y arriver. Et il ne doit pas, comme je le disais au début de mon propos, il ne doit pas s'offusquer que les gens ne l'aident pas. Souvent, des gens ne nous aident pas simplement parce qu'on ne joue pas dans le même camp. Voilà. Tu ne peux pas jouer, par exemple, au football et puis espérer des passes de tes adversaires pour gagner. Il y a des gens qui sont à côté de nous, mais qui ne sont pas avec nous. Et moi, j'ai eu l'occasion de le constater tout le long de mon parcours. Il y a des gens qui sont à côté de vous, mais ils ne sont pas avec vous. Donc, quand vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez être choqué, qu'ils ne vous accompagnent pas, qu'ils ne vous encouragent pas. Mais une fois que vous avez compris, vous tracez votre route. Et Didi B, aujourd'hui, je pense qu'il a le soutien de son public. Même dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent et qui l'accompagnent. Peut-être qu'ils ne voient pas tous ceux qui ont une bonne idée de lui, mais ça va arriver. Il y a d'autres jeunes comme MC1 que j'aime beaucoup, comme Suspect, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a un tout dernier qui arrive, Mr. Chris, qui est très talentueux. Lui, c'est quelqu'un de ma famille, tu vois. Lui, c'est mon fils.
c'est quelqu'un à qui je prédis un gros avenir. Il y a Mr. Chris, il y a Dinier, voilà, il y a plein de jeunes. En termes de talent, la Côte d'Ivoire est une terre où il y a de nombreux talents. Mais maintenant, le talent seul ne suffit pas. Il faut de l'accompagnement, il faut de la discipline, il faut de la résilience, il faut de la patience. Et beaucoup de nos jeunes ne sont malheureusement pas patients. Parce qu'on leur fait croire qu'on peut chanter dans sa douche et puis le lendemain être sur MTV. Mais c'est pas comme ça. Derrière tout succès, il y a un parcours. Et s'il y a un parcours, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et je pense que l'exemple de quelqu'un comme Kidibé doit pouvoir inspirer d'autres. Mais il faut que tous les autres acceptent de bosser, qu'ils acceptent de travailler, qu'ils acceptent de tracer leur voie. Pour ma part, je serai toujours là pour essayer d'accompagner autant que je peux les jeunes qui me sollicitent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui savent tout, hein, voilà, à qui on ne peut rien dire. Du coup, voilà, ceux-là, il faut les laisser. Mais tous ceux qui viennent à moi, qui me sollicitent pour des choses, s'il y a des choses que je peux faire pour les aider, et évidemment, je le fais. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, en tout cas, je ne me vois pas comme quelqu'un qui va se mettre en opposition à la nouvelle vague qui arrive. Je me vois plutôt comme quelqu'un qui doit accompagner leur parcours, qui doit encourager, qui doit motiver et essayer de faire, dans la mesure du possible, d'ouvrir la voie, quoi. Voilà. Le mot de fin va être tourné vers notre rendez-vous du 7 octobre prochain au Palais de la Culture. Il faut que tout le monde se tienne mobilisé. Toute la famille va être là. Tous les artistes qui gravitent autour de moi, tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces longues années. Et ce sera pour moi aussi ma façon de remercier le public qui m'a accompagné, qu'ils viennent voir ce qu'on a préparé. C'est pas le concert traditionnel ou conventionnel, ça va être un show qu'on essaie de présenter et ça va être un moment historique. Il n'y aura pas une deuxième célébration comme ça. Ceux qui vont rater ça, je pense qu'il faudra qu'ils attendent les 35 ans ou les 40 ans, quoi, tu vois. 7 octobre, au Palais de la Culture, salle François Louga, on sera là pour les 30 ans de carrière. 30 ans de bonnes vibes. Yes. Merci.